Olivier Marleix, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur Livre Noir. merci de votre accueil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci à tous nos auditeurs que l'on retrouve après de petites vacances bien méritées. Donc c'est la deuxième saison du Livre Noir qui reprend. Et je vous demande à tous de vous abonner et puis de bien sûr parler de nous auprès de vos amis, de vos familles. Alors, Olivier Marleix, donc je commence toujours cette émission avec une citation. J'ai choisi, petit paradoxe pour vous, Karl Marx sur l'industrie. L'histoire de l'industrie est le livre ouvert des facultés humaines. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette citation ? Bon, c'est vrai, c'est une excellente citation. Ce qui est assez formidable avec l'industrie, c'est qu'en fait, c'est le lieu, en réalité, de l'inventivité humaine par excellence. C'est ce qui, dans une économie, génère le plus de recherche et développement, le progrès technique. Et puis, c'est aussi un formidable facteur de progrès social dans une société, puisque par la technique que vous acquérez, vous arrivez à progresser dans votre métier, ce qui est beaucoup moins le cas en réalité dans les métiers de service. Et puis enfin, c'est un formidable élément de répartition de la richesse sur les territoires, parce que par définition, l'industrie, ça peut pas être urbain. Donc, ça a besoin d'espace, ça fait du bruit, ça dégage des odeurs, etc. Donc, ça se répartit un peu partout sur le territoire. Ça joue un rôle important dans la cohésion d'un pays. Alors, Olivier Marleix, vous êtes député, vous avez été maire d'une petite ville, Annette, ça se prononce bien Annette, je vous l'ai demandé tout à l'heure, la ville de Diane de Poitiers. Vous avez présidé la commission d'enquête sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle. Et puis, vous avez reçu un prix éthique d'Anticor, donc pour votre travail. Ce qui est rare pour quelqu'un de droite. Exactement, je crois que vous avez été le plutôt dans premier, c'est ce qui est noté en tout cas. Et puis vous venez d'écrire un livre, donc Les Liquidateurs, ce que le macronisme inflige à la France et comment en sortir. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? Ah bah, pas mal de choses. D'abord, comment on en est arrivé là. Moi, j'avais 18 ans au moment de la chute du mur de Berlin. On nous expliquait que finalement, on allait rentrer c'était la fin de l'histoire, qu'on arrivait à un âge, une époque, où finalement la richesse allait se répandre partout, le socialisme allait s'effondrer. Et puis, 30 ans plus tard, c'est pas ça l'histoire. 30 ans plus tard, on est passé à deux doigts en France d'une vraie révolution, avec le mouvement des Gilets jaunes, un mouvement social spontané tel qu'on n'en a pas connu depuis 1830 ou 1848. C'est vraiment de cette nature-là. Donc, première question, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on en est arrivé là, à ce degré de désespoir économique et social? Deuxième élément, c'est aussi y voir un peu clair dans la situation économique de notre pays. Certains font le procès à Emmanuel Macron de mener une politique très libérale. D'autres rappellent immédiatement que nous sommes tous sauf un pays libéral si on en juge par le poids de la dépense publique et des prélèvements obligatoires. Donc, c'est quoi le libéralisme économique à notre époque? Et puis, peut-être troisième dimension plus politique. Moi, je supportais pas d'entendre dire, mais finalement, Macron fait la politique que vous, la droite, vous feriez. Et donc, j'ai vraiment voulu qualifier ce qu'était le macronisme en termes de politique économique. Est-ce que c'était l'héritage de la droite ou est-ce que c'était plutôt l'héritage de la gauche? Ma réponse, c'est qu'en fait, il est dans la totale poursuite de ce que fait la gauche française, social-démocrate, qui depuis 40 ans est à l'origine de toujours plus d'ouverture au grand marché mondial et en même temps toujours plus de redistribution, toujours plus donc de prélèvements pour financer cette redistribution, créant une espèce de quadrature du cercle sur laquelle se fracasse notre pays depuis 40 ans. Alors justement, oui, qui sont les liquidateurs dont vous parlez ? Vous les évoquez souvent dans votre livre, souvent socialistes à l'origine. Les liquidateurs, pour moi, c'est fondamentalement, le liquidateur dans une entreprise, c'est celui qui acte le fait que on arrive à la fin de l'aventure entrepreneuriale, qu'il n'y a plus rien à espérer et que donc il va falloir tourner la page et qu'on valorise les actifs. Et en fait, les liquidateurs, c'est Emmanuel Macron et son équipe, quelques autres avant lui, une partie de l'élite technocratique de ce pays qui fondamentalement donne le sentiment de ne plus croire au projet national,
de ne plus croire à ce qui a donné lieu à tout un tas d'aventures industrielles assez formidables. Il faut jamais oublier que la France, historiquement, est un pays agricole et que si on est devenu un pays industriel, si on est devenu, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un pays autonome en matière énergétique, par exemple, alors que on ne produisait pas d'énergie, on n'avait pas beaucoup de charbon sur notre territoire. C'est si on est devenu l'inventeur de l'Airbus, du TGV, de tout un tas d'aventures comme ça, c'est le fruit d'un volontarisme industriel. Si on a été une grande puissance des télécoms, alors où nous parlons, 80% du trafic de l'Internet mondial passe à travers les câbles sous-marins d'Alcatel Submarine Networks, entreprise que M. Macron a vendue au Finlandais Nokia. Tout ça, ça s'est pas fait par hasard. C'était le fruit d'une volonté. Et cette volonté, elle a disparu parce que des gens comme Emmanuel Macron ne croient plus au projet national. Alors, vous venez d'évoquer une des méga-fusions de ce quinquennat, donc Alcatel, 15 milliards d'euros. Il y a eu Alstom, 12,5, Lafarge, 19, STX, Technip. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu ces méga-fusions? Bonne question, il faudrait la poser à Emmanuel Macron. On a, ce qui est certain, objectivement, c'est qu'on a, pendant les 2 ans où Emmanuel Macron est ministre de l'économie, on a une espèce d'accélération de l'histoire totalement incroyable, où 4 très grandes entreprises françaises sont vendues à des entreprises étrangères. Alors certes, elles étaient dans une situation économique pas évidente, notamment Alcatel. La déconfiture avait commencé bien avant Emmanuel Macron. Mais on est à un moment de grand renoncement où on laisse filer ces entreprises avec ce qu'elles représentent. Alcatel, j'ai dit, c'était quand même notre champion de l'équipementier des infrastructures de télécom. À quoi ça sert d'être la Startup Nation si demain vous n'êtes pas autonome sur vos infrastructures? Je dirais, en 5G, on a pris du retard, mais on était au moins capable on savait stocker des données, on savait les faire circuler. On a abandonné ça. Alstom Power, qui a été vendu par Emmanuel Macron, c'était notre autonomie dans le secteur du nucléaire. C'est les réacteurs de nos centrales nucléaires. On était un des 5 pays capables au monde de vendre des centrales nucléaires clés en main. On a perdu cette capacité. Donc on a effectivement un moment de grand renoncement de mon point de vue, mais aussi grande euphorie en réalité créée par ces méga fusions, parce que dans le seul cas d'Alstom, j'ai eu l'occasion de creuser le sujet. Alstom a généré environ 600 millions d'honoraires payés sur la place de Paris en cabinet de conseil, cabinet d'avocats, banque d'affaires, boîte de com, 600 millions d'euros. Vous vous rendez compte, on n'a pas un projet industriel dans notre pays pour 600 millions d'euros, ça n'existe quasiment plus. Là, on a payé 600 millions d'euros d'ingénierie financière de services de conseil. Et donc, vous n'avez pas eu qu'Alstom, vous avez eu Alcatel, vous avez eu Technip, vous avez eu Lafarge. Ça a été les grandes années du ruissellement, et je pense que c'est pas pour rien dans l'espèce d'enthousiasme ou d'euphorie autour du Mozart de la finance, entre guillemets, évidemment. Alors, vous avez écrit dans votre livre qu'Emmanuel Macron a menti pendant le débat qui l'opposait à Marine Le Pen au sujet de l'affaire Alstom. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est un moment assez étonnant qui passait totalement inaperçu. Enfin, personne ne s'est repenché dessus depuis. Où c'est finalement Marine Le Pen qui évoque les ventes d'Alstom, d'Alcatel. Et Emmanuel Macron prend un air très sérieux, très sentencieux pour dire attendez, je n'ai pas la phrase exacte, mais je ne veux pas laisser je ne voudrais pas laisser le soupçon s'installer. Et donc, il fait une mise au point. Et il dit ces affaires, je n'ai jamais eu à en connaître. Voilà. Je ne veux pas laisser le soupçon s'installer. Soyons clairs, je n'ai jamais eu à en connaître. Eh bien, c'est faux. C'est faux. Ce qu'il dit en prenant les Français à témoin lors de ce débat du premier tour de l'élection présidentielle, c'est faux puisqu'il a eu à en connaître, c'est lui qui a autorisé par sa signature, juridiquement, ce sont des ventes d'entreprises considérées comme étant stratégiques, qui étaient donc protégées. Donc il y a une procédure particulière qui s'appliquait et il fallait la signature du ministre de l'économie. Et le ministre de l'économie qui a signé les ventes d'Alstom, d'Alcatel, de Technip, c'est Emmanuel Macron. Donc il a menti aux Français au moment où il prétendait chasser le soupçon. Il avait un intérêt à organiser ces ventes et à dissimuler, bien sûr, ces dépeçages?
l'intérêt à autoriser ces ventes, à les laisser faire, oui, il est évident. C'est celui que j'évoquais tout à l'heure. C'est le ruissellement. C'est se faire beaucoup d'amis, beaucoup de gens très reconnaissants, très redevables dans les milieux de la finance. N'oubliez pas que pour les banques d'affaires, pour les cabinets d'avocats, une partie de la rémunération vient est réglée en success fees. C'est-à-dire que si la vente ne se fait pas, si elle n'est pas autorisée par le ministre, si elle n'est pas signée, ils ne sont pas rémunérés. Donc oui, il s'est fait beaucoup d'obligés en autorisant ces ventes. Certains étaient des donateurs d'ailleurs de la campagne. Voilà, il semble, si j'en crois la presse, parce qu'on n'a pas le nom des donateurs des campagnes, mais si j'en crois la presse, un certain nombre des heureux gagnants se retrouvent dans la liste des donateurs. Alors vous parlez Cherchez aussi oui, du cas particulier de la vente de STX, où il y a un lien en fait entre Alexis Kohler et donc le secrétaire général de l'Élysée et MSC. Est-ce que vous pouvez nous Oui, raconter un peu? c'est assez étonnant cette affaire et c'est amusant. Pour une fois, Emmanuel Macron a bougé pour sauver une entreprise un peu stratégique française. Donc l'entreprise, c'est STX. STX, c'est les anciens chantiers de l'Atlantique. C'est-à-dire c'était un morceau, autrefois, du grand groupe que formaient Alstom, Alcatel et les chantiers de l'Atlantique. Et alors qu'il a laissé filer tout le reste, là, Emmanuel Macron réagit. Il réagit de manière assez spectaculaire puisque je crois que c'est son premier déplacement en tant que président de la République élu, le 15 mai. Une de ses premières décisions, il annonce la nationalisation de STX. Tout d'un coup, on est au Venezuela, pour reprendre l'expression qu'il avait opposée à Montebourg. On est au Venezuela et on se met à nationaliser une entreprise. Et en fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce sursaut patriotique tout d'un coup. Est-ce qu'il avait changé ? Bon, une des explications, c'est peut-être en réalité que STX avait pour principal client MSC, le fameux croisiériste italien oui. Et armateur. Et MSC a besoin d'avoir plusieurs fournisseurs et a besoin de ne pas être entre les mains uniquement de l'italien Fincantieri. Et donc le fait qu'il y ait un deuxième constructeur de bateaux, qui était STX, c'était indispensable pour eux. Et le hasard, effectivement, c'est que la famille d'Aponte sont les cousins germains d'Alexis Kohler. Donc peut-être que ceci explique cela. Alors, dommage qu'Alexis Kohler n'ait pas plus de cousins, en fait. Oui, c'est ça. On aurait sauvé beaucoup d'entreprises. En 2018, donc on l'a dit, vous avez présidé la commission d'enquête sur les décisions de l'État en matière de politique industrielle. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment se passe une commission d'enquête ? Commission d'enquête, c'est quelque chose d'assez solennel, puisqu'en fait, c'est vraiment le principal instrument de contrôle dont dispose le Parlement pour enquêter. Ça dure 6 mois, un temps assez long. On n'a pas le droit d'aller au-delà, parce que sinon, ça rappellerait le comité de salut public, donc pas un bon souvenir. Donc 6 mois maximum, mais pendant ces 6 mois... simplement, comment sont choisis les membres, par exemple ? Les membres sont désignés à la proportionnelle des groupes. Il y a maximum 30 députés, donc représentants des groupes à la proportionnelle. On a un droit de tirage depuis la révision constitutionnelle voulue par Nicolas Sarkozy pour les groupes d'opposition. Donc c'est au titre des Républicains que j'ai obtenu la création de cette commission d'enquête. Et on a un droit de convocation de qui on veut. Et les gens qui témoignent sous serment et risquent une amende dans l'hypothèse où ils mentiraient. Donc c'est vraiment et on a un pouvoir de contrôle sur pièce et sur place, un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais qui existe aussi. Donc c'est une fois encore l'élément de contrôle le plus puissant dont dispose le Parlement. Et vous pensez qu'on a pu vous dissimuler des éléments ? Non, le seul point donc à travers cette commission d'enquête, j'ai voulu comprendre comment l'État laissait filer des fleurons aussi importants. C'est pas que des fleurons, c'est des entreprises qui vraiment appartiennent au patrimoine national. Elles appartiennent au patrimoine national parce qu'elles ont été financées par de la recherche et développement pendant des dizaines et des dizaines d'années. Les turbines d'Alstom ont été payées par les Français. C'est le CEA qui est à l'origine de tout ça. D'ailleurs, le bâtiment à Belfort où elles sont construites est un ancien bâtiment du CEA qui a été déménagé. Donc, cette recherche-développement a été payée par les Français. Le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique. C'est de la commande publique aussi qui a financé, en réalité, souvent d'ailleurs,
un peu plus cher que les prix de marché, toutes ces commandes pour permettre à ces entreprises de se développer. Et comment est-ce que l'État, du jour au lendemain, peut décider, au terme de sur quelle analyse il se fonde pour prendre ce genre de décision? Est-ce que ces décisions sont mûries, pesées? À qui on fait confiance pour prendre ce genre de décision? Bon, en réalité, j'ai mesuré à quel point ce genre de choses se faisaient dans de mauvaises conditions. C'est-à-dire que le ministre de l'économie, qui est censé prendre la décision, est la plupart du temps contourné par les banques d'affaires qui sont à l'origine, qui organisent ces sessions, qui vont directement prendre la tâche de la présidence de la République et qui obtiennent des accords de principe. Et le ministre de l'économie, Montebourg en l'occurrence, n'a plus qu'à s'aligner. On regarde assez peu, on fait assez peu le bilan en réalité de ce que représente cette entreprise, une fois encore dans le long terme, en termes d'investissement pour la nation et comme perte d'outils pour l'avenir. Ces décisions sont prises avec une légèreté assez incroyable. La seule, donc malheureusement, j'ai eu confirmation vraiment de cette légèreté. Et à quel point on ne prenait pas la mesure de la perte qui était la nôtre. Ce qui est le plus navrant, c'est vraiment ça, les conditions dans lesquelles ça se fait. Alors, le point d'achoppement d'une commission d'enquête, c'est juste qu'on n'a pas le droit de convoquer le président de la République en exercice. Et donc, en l'occurrence, ça aurait été intéressant puisque toutes ces FUSAC ont été autorisées par lui. Mais étant en exercice, on n'a pas pu le convoquer. Et justement, finalement, le bilan, vous trouvez que ça a tout de même permis aux Français de mieux connaître cette affaire? Est-ce que le Parlement a encore du pouvoir au fond? Oui, alors il y a un bilan assez positif quand même. C'est qu'aujourd'hui, ces procédures ont été largement réécrites par le gouvernement lui-même. Donc elles ne se font plus totalement en catimini. La protection des intérêts stratégiques est désormais mieux assurée. L'Europe elle-même, d'ailleurs, a pris un règlement communautaire qui a renforcé les pouvoirs des différents États membres. Et là où il fallait se battre il y a 5-6 ans pour être autorisé par Bruxelles à pouvoir mettre un veto, aujourd'hui, on l'est facilement par la Commission européenne. Donc il y a eu vraiment de grands changements qui sont intervenus. Et le gouvernement, d'ailleurs, a réussi, l'actuel gouvernement, qui a tant laissé filer d'entreprises stratégiques, a réussi à bloquer, par exemple, le rachat de Carrefour par Couche-Tard, qui n'avait en réalité rien de stratégique, parce que rien n'était délocalisable. C'était sans doute un enjeu plus électoral. J'avais regardé attentivement la loi Pacte, et instinctivement, c'est beaucoup de mesures de bon sens, mais instinctivement, je me disais que c'était un enrobage pour faire passer le fait de brader la Française des Jeux, Aéroport de Paris et Engie. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu aussi? Qu'est-ce que vous pensez justement de ces 3 privatisations? Oui, jusqu'à une date récente, il y a eu quand même la volonté du gouvernement de continuer, après avoir bradé, après avoir... parce qu'on aura beau jeu de dire qu'en réalité, ces entreprises ont été vendues parfois à des prix relativement importants. Donc, c'est bradé au sens patrimonial, historique pour la nation. Mais après avoir vendu et laissé filer ces entreprises, on s'apprêtait à laisser filer ADP. La Française des Jeux, ça a été fait. ADP, ça a été évité de justesse. Et puis, on a le projet Hercule concernant l'avenir d'EDF. Oui, le gouvernement était dans cette lancée, c'est-à-dire une lancée qui consiste à dire que rien n'est stratégique, que les investisseurs n'ont pas de passeport. Vous savez, c'est la doxa de la Commission européenne. Sur le marché européen, il n'y a que des acteurs, on ne regarde pas leur nationalité. On est le seul espace économique au monde à raisonner comme ça. Je ne parle évidemment pas des Chinois, mais je parle des Américains. Les Américains vous disent, dès lors que l'entreprise a un intérêt stratégique pour eux, OK, vous pouvez devenir l'actionnaire, mais c'est nous qui allons désigner le proxy board qui dirigera la boîte. Vous serez actionnaire, vous n'en serez pas le manager. Il n'y a qu'en France qu'on considère que n'importe qui a le droit de diriger n'importe quelle entreprise et d'en faire ce qu'il veut, à commencer par la déménager l'appareil productif et mettre tout le monde au chômage. Ça ne chagrine pas les pouvoirs publics.
Alors sous la droite aussi, vous ne siégiez pas, puisque vous avez toujours siégé dans l'opposition, mais on a effectivement, il y a eu la vente des autoroutes, la privatisation des autoroutes. Est-ce qu'à l'époque, vous auriez voté pour ou Non, contre? c'est un bon exemple. Effectivement, merci de rappeler que je n'ai pas de responsabilité. Oui, non, c'est vrai. J'ai élu en 2012, mais je suis arrivé après la bataille. Mais c'est un très bon exemple. La société d'autoroute, la privatisation des sociétés d'autoroute, elle a été imposée par le Premier ministre de l'époque, qui était Dominique de Villepin, qu'il a annoncé dans son discours de politique générale sans avoir prévenu personne. Voilà. Les parlementaires ont été mis dans le fait accompli. Ça a créé à l'époque beaucoup de débats, parce que l'idée de privatiser un monopole apparaissait déjà comme une mauvaise idée. Bon, malheureusement, la majorité s'est laissée faire. À titre personnel, j'aurais été dans la majorité à l'époque, je n'aurais pas voté. C'était à l'évidence une mauvaise idée. Et il faut donc savoir en tirer les leçons. Ouais. Et puis, il y a quelque chose d'aberrant. Prenez le cas d'Aéroports de Paris. Alors, évidemment, c'est pas à l'État d'aller gérer les boutiques, etc. Évidemment. Mais c'est un investissement qui a été porté par l'État. Il n'y aurait pas eu l'État, il n'y aurait pas Charles de Gaulle. On n'aurait rien à privatiser s'il n'y avait pas eu l'État. Et c'est pas au moment où cet investissement, devient pleinement rentable que l'État doit disparaître et se priver de ce gain qu'il peut enfin faire de ce retour sur investissement. Dans aucun pays au monde, dans aucun grand pays libéral, je pense aux États-Unis, je pense même au sein de l'Europe, aux Pays-Bas, qui eux sont un vrai pays libéral si on regarde l'imposition sur les entreprises. L'aéroport national de Schiphol, il est géré par la puissance publique parce qu'on considère que c'est un élément de souveraineté et qu'on ne peut pas laisser n'importe qui gérer dans n'importe quelle condition ce qui est la première porte d'entrée du territoire, à la fois pour des considérations de sécurité nationale, de lutte contre le terrorisme, de sécurité, mais aussi parce qu'il y a des enjeux économiques très importants. C'est une filière de plus de 600 000 salariés, ADP, et puis quand on est le pays du tourisme, qu'on a tant de devises liées au tourisme, on ne peut pas se permettre d'avoir un investisseur qui gère ça à sa guise sans considérer nos intérêts à nous. Et puis c'est souvent une très mauvaise affaire financière. Je voyais pour les autoroutes, je crois qu'en quelques années, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais les dividendes versés étaient déjà supérieurs à ce qu'on avait vendu. Donc c'est des calculs de très très court terme. Qui a été très mal ficelé. Alors, pour revenir à votre livre, vous développez un concept très intéressant qui est la notion de capitalisme illibéral. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, une des grandes questions, j'évoquais tout à l'heure, c'est en quoi est-ce que la politique de Macron serait une politique libérale. Et ce mot libéralisme, aujourd'hui, on voit qu'il est employé à toutes les sauces. Il déclenche des batailles totalement démentielles dès que vous avez l'air de reprocher une politique ultralibérale. Donc, je pense qu'il fallait vraiment se repencher sur l'histoire récente du libéralisme économique pour se mettre un peu d'accord sur les concepts. En fait, quand on regarde ce que disent les penseurs récents de l'histoire économique du libéralisme, je pense notamment au père du mouvement néolibéral, Friedman ou Hayek. Oui, vous citez Friedman, effectivement, dans la... Pardon. Vous citez Friedman de façon... Oui. Enfin, c'est intéressant parce qu'il dit le contraire de ce qu'on veut lui faire dire aujourd'hui. À leur époque, le libéralisme, c'est quoi ? C'est l'économie de marché, en réalité. Et donc, c'est un système qu'on peut appeler indifféremment libéralisme, capitalisme, économie de marché, par opposition aux économies socialistes. Parce que c'est ça l'histoire des années 70 ou du début des années 80. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Et je pense qu'on ne peut pas... Enfin, qu'il y a un vrai hiatus entre ce qu'est devenu le capitalisme en se mondialisant et ce que sont les principes du libéralisme. Ce capitalisme, il est devenu totalement différent depuis qu'il s'est mondialisé. Alors, se mondialiser, c'est quoi ? C'est l'arrivée de nouveaux acteurs. Ça a d'abord été les pétromonarchies. Ça a été ensuite un certain nombre de pays émergents. L'Inde, le Brésil, Singapour, enfin tous ces nouveaux géants économiques. Et puis c'est bien sûr la Chine. Ça fait qu'on a aujourd'hui
des liquidités qui circulent sur la planète et qui sont absolument considérables. Et est-ce que ce capitalisme mondial, essentiellement profondément financiarisé, est-ce qu'il est encore libéral ? Par de nombreux aspects, il ne l'est plus, parce que Friedman nous donne une définition assez simple de ce qu'est le libéralisme. Il dit que c'est le libre-échange, c'est l'échange librement consenti sur un marché homogène. Or, l'échange aujourd'hui, il n'est pas librement consenti pour tous les acteurs économiques. En quoi le patron français d'une PME consent à l'échange quand la Commission européenne signe un accord de libre-échange avec la Chine et qu'il se prend, lui, petit patron français, la concurrence des produits chinois en pleine figure. Est-ce qu'il peut résister à ça ? Non, donc l'échange librement consenti dont nous parlait Friedman, c'est un contexte qui a une réalité qui a beaucoup changé. Et puis, ce marché mondial, en réalité, il est totalement hétérogène. Il n'y a pas l'homogénéité que suppose Friedman. Friedman, il dit qu'il y a une règle de base qui doit être posée par l'État. Les règles du jeu, Friedman ne le conteste à aucun moment, les règles du jeu de l'économie de marché, elles doivent être posées par l'État. Or, il n'y a pas, sur le grand marché mondial, il n'y a pas de règles du jeu commune. Le producteur chinois, il peut produire avec des conditions sociales, je ne vous décris pas, pour 2 € de l'heure, quand on est en moyenne à 36 € de l'heure en France. Il n'y a pas de marché mondial de la fiscalité. Il n'y a pas de marché mondial des normes environnementales. Donc, en réalité, on est face à un triple dumping environnemental, fiscal. Et donc, en fait, le capitalisme mondial, aujourd'hui, ne fait que jouer des imperfections du marché mondial. Et là-dedans, la liberté d'entreprendre, telle qu'on peut la concevoir dans une économie comme la nôtre, eh bien, en réalité, elle est mise à mal par cette mondialisation. Donc, ce capitalisme mondial est devenu profondément illibéral. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il est en train de reconstituer des monopoles, là où tout le combat des libéraux, c'est de détruire les monopoles qui faussent le marché. Les GAFAM en sont le meilleur exemple, mais un certain nombre d'autres grandes multinationales en sont aussi l'exemple. Et derrière, c'est l'État qui passe la serpillière Et sociale. donc, vous avez ce mouvement assez terrible de ce grand marché mondial qui est effectivement destructeur pour des économies comme la nôtre, et qui oblige l'État à un mouvement de redistribution approfondie. Il y a dans mon bouquin tout un tas, un florilège de citations de tous ces penseurs, alors qui ont le point commun de venir de la gauche, et notamment de la gauche française. La gauche française des années 80 a joué un rôle essentiel dans la diffusion de ces idées. D'abord au sein de la Commission, au sein de l'Union européenne, dans l'accélération de la dérégulation au sein de l'Union européenne, dans l'élargissement de l'Union européenne, et ensuite dans la promotion à travers les accords de libre-échange, à travers tous les cycles de Doha, etc., et la création de l'OMC. Les Français ont joué un rôle pionnier, avec des gens qui ont des parcours totalement incroyables. Prenez Pascal Lamy. Pascal Lamy, qu'on a connu comme commissaire européen, qu'on a connu comme patron de l'OMC, donc accueillant la Chine dans ce grand marché mondial, avec la concurrence monstrueuse que ça représente pour nos entreprises, parce qu'on est dans un capitalisme d'État, avec des entreprises qui font travailler des gens, une fois encore, à 2 € de l'heure, qui éventuellement font travailler des enfants sans que ça dérange personne, et qui viennent nous vendre leurs produits dans des conditions totalement inéquitable. Eh bien, celui qui a permis tout ça, c'est Pascal Lamy. Enfin, il n'était pas le seul, faut relativiser sa responsabilité, mais patron de l'OMC. Vous savez qu'en 1980, il était le directeur adjoint de cabinet de Pierre Mauroy, et c'est lui qui faisait les nationalisations dans notre pays, qui faisait la 5e semaine de congé payé à la retraite à 60 ans. Cette gauche française a un parcours délirant. Et donc, elle est partie d'un principe, d'une espèce de postulat, vraiment la doxa, qu'il n'y avait pas d'autre alternative que le grand marché mondial, qu'il fallait aller vers le grand marché mondial,
Et comme ils avaient quand même un tout petit peu de lucidité, ils étaient conscients que ça allait créer de la casse sociale dans notre pays, que ça allait laisser des gens sur le bord du chemin. Et donc, ils ont émis comme hypothèse qu'il fallait, pour passer la serpillière sociale, qu'il fallait redistribuer. Et en réalité, c'est vraiment cette quadrature du cercle. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment au bout de ce système. C'est-à-dire qu'on se rend compte que non seulement cette ouverture au grand marché mondial a détruit notre industrie, qu'elle a massacré, parlait de Marx tout à l'heure, notre classe ouvrière, mais qu'en réalité, elle s'attaque aujourd'hui, cette mondialisation, à d'autres pans de la société. C'est-à-dire que nos ingénieurs aujourd'hui, les savants qui font de la recherche du développement, ben, sont challengés par des ingénieurs, par des informaticiens, par des chercheurs indiens, par exemple. Et puis que l'économie de service est elle aussi totalement challengée par cette concurrence mondiale. Donc en réalité, à ce jeu-là, il est sans fin. Et donc le besoin de redistribution, il est toujours plus grand. Et aujourd'hui, on est face à un mur. C'est-à-dire qu'on va sortir de cette crise du Covid avec une demande finalement de bien social, de protection, qui sera toujours plus forte, et on aura moins que jamais les moyens d'y répondre, parce qu'on a une dette devenue totalement colossale. On est les suivants après l'Italie sur la liste des pays qui peuvent totalement partir en vrille et qui seront demain confrontés à de la spéculation. Et donc, il va falloir passer à autre chose. Alors, vous parlez aussi régulièrement dans Les Liquidateurs d'acteurs qu'on connaît peu, et d'ailleurs dont les noms ne se retiennent pas facilement. Ce sont les fonds d'investissement qui, en fait, ont des politiques d'investissement de très court terme. Et l'un des cas emblématiques, c'est BlackRock. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Il y a beaucoup de différents... le monde des fonds d'investissement est un monde extrêmement divers en réalité. Hein. Vous avez, puisque vous avez des fonds spéculatifs, vous avez des fonds spéculatifs qui ont un rôle extrêmement négatif, déstabilisateurs qui viennent faire une opération sur une entreprise et qui la détruisent en exigeant des taux de rentabilité totalement impossibles à avoir. Quand vous exigez 20% de croissance de la rentabilité, c'est totalement impossible. Et donc, ça ne se fait que soit en flinguant la recherche et développement, soit en augmentant, enfin, de manière fictive, en réalité, la rentabilité. Vous avez des fonds d'investissement qui jouent un rôle beaucoup plus positif à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire des gens qui vraiment cherchent à créer de la valeur en identifiant quelques pépites qui manquent un peu d'envergure et en se disant mais si je rassemble ces quelques pépites, si je les fais travailler ensemble, si je mets tout ça dans un même ensemble, je peux faire d'un acteur qui est peut-être un acteur régional, un acteur de second rang, à peine un acteur national, je peux en faire un vrai champion national. Ça, c'est un travail absolument formidable que font ces fonds d'investissement. En fait, ce que je veux dire surtout, c'est que la France est devenue depuis... alors ça remonte pas à Emmanuel Macron, hein, ça remonte à bien avant, est devenu un pays qu'on appelle un peu le pays du capitalisme sans capital, un pays qui, à force de décourager ses entrepreneurs, notamment la responsabilité, une fois encore, quand même, de cette gauche qui nous a imposé des lois aux roues, qui nous a imposé de la fiscalité, qui nous a imposé des normes décourageantes, qui nous impose le poids de la bureaucratie tétillonne dans le quotidien des entreprises, avec cette rage du contrôle dont parlait Pompidou dans le Nœud Gordien. On a découragé de très nombreux entrepreneurs qui, à un moment, en réalité, ont eu comme issue la plus simple de vendre leur entreprise, généralement de la vendre à soit un plus gros, soit un concurrent, soit un fonds d'investissement. Et donc, à force de décourager nos entrepreneurs, nous sommes devenus, de manière assez atypique en Europe en réalité, hein, par rapport aux Italiens, aux Allemands ou aux Britanniques qui ont gardé leur économie entrepreneuriale, nous sommes passés d'un capitalisme entrepreneurial à un capitalisme financier. Et c'est vraiment nous qui avons fait ce lit en décourageant nos entrepreneurs. Nous nous sommes mis entre les mains de ce capitalisme financier. Nous avons fait vraiment le lit de la financiarisation de notre économie et dont nous payons aujourd'hui en grande partie les conséquences. Parce que je pense que
on n'a pas le même regard sur son entreprise quand on est le patron d'une ETI qui a soit créé sa boîte, soit l'a hérité de ses parents, ou quand on est le simple CEO nommé par un conseil d'administration à quelques milliers de kilomètres de là, qui souvent ne parle même pas le français d'ailleurs, et vient juste pour dérouler un plan, une feuille de route préétablie. Voilà. Moi, je regrette sincèrement, j'ai la nostalgie de ce qu'était le patronat français dans les années 60. Ce petit patron qui connaissait le nom de tous les ouvriers de son entreprise par leur prénom, leur nom, qui souvent ne demandait pas mieux que d'embaucher la femme, le fils, la fille, parce que quand on sait qu'on a des gens sérieux, on était content de pouvoir faire entrer toute la famille pour bosser l'entreprise, avec un sens de la responsabilité extraordinaire. Cet esprit d'entreprise, il existe toujours, mais on l'a malmené, ils sont plus très nombreux, et donc c'est vraiment ça qu'il faut encourager. C'est ce modèle-là qu'il faut retrouver et pas se laisser tympaniser par le discours sur l'attractivité pour un monde de la finance qui ne fait pas le bonheur des Français. Et on va revenir sur les entreprises parce que vous dites des choses très justes, mais est-ce que par exemple le président Pompidou aurait reçu BlackRock à l'Élysée? Alors, je pense que le président Pompidou aurait peut-être reçu BlackRock comme il aurait reçu tout le monde, quoi. Et la grande différence, c'est qu'Emmanuel Macron n'a reçu que BlackRock. Enfin, il s'est un peu senti obligé d'inviter Amundi en même temps quand même, ça aurait été un peu poussé sinon. Mais je pense qu'Amundi était peut-être un peu enfin, comment dire, il fallait le faire valoir. Correct. Mais Pompidou, il faisait une chose extraordinaire. Chaque semaine à l'Élysée, il consacrait un déjeuner à des chefs d'entreprise. Il recevait des chefs d'entreprise de toute taille. Ce qui fait qu'il y avait vraiment une espèce de symbiose entre le pouvoir et le monde de l'entreprise français. Aujourd'hui, tout ça a totalement disparu. Effectivement, on est à l'écoute des plus grands, on est à l'écoute des marchés financiers, on est à l'écoute, on fait Choose Friends où on reçoit des investisseurs étrangers. Moi, j'aimerais qu'Emmanuel Macron reçoive un peu plus ceux qui étaient les pigeons il y a quelques années, les écoute un peu plus. Alors justement, vous rappelez que les entreprises françaises aujourd'hui subissent deux fléaux principaux, la concentration et le problème de structuration du capital. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et puis nous dire s'il y a des solutions pour remédier à ces deux faiblesses? Oui, non, ce que je veux dire, ce que j'explique dans le livre, c'est que on peut pas, l'économie française, on ne peut pas la regarder uniquement à travers le prisme de théorie macroéconomique. Et c'est sans doute d'ailleurs le gros défaut d'Emmanuel Macron, qui livre finalement une vision très, très théorique, un peu livresque, je ne dirais pas scolaire, mais pas loin, énarchique de notre économie. Notre économie, elle a quand même des vraies spécificités. Et ces spécificités, elles tiennent effectivement, alors on peut le regretter, mais c'est un fait aujourd'hui. Il y a quelques grandes entreprises qui jouent un rôle très important. En fait, quand on regarde la pyramide, si vous voulez, on a un nombre extrêmement important de très petites entreprises. On a plutôt moins d'entreprises de taille, enfin beaucoup moins d'entreprises de taille intermédiaire que nos voisins. On en a presque 3 fois moins que les Allemands, 2 fois moins que les Anglais, 2 fois moins que les Italiens. Les entreprises de taille intermédiaire, c'est des entreprises autour de 2500 salariés. Et en revanche, on a beaucoup de grands champions que vous trouvez parmi les boîtes du CAC 40 et les 120 suivantes. Et il y a un chiffre qui est assez impressionnant à avoir en tête, c'est que 80 entreprises du secteur industriel réalisent à elles seules 50% de la production industrielle de ce pays. Alors, c'est le produit de quoi, ces 80 entreprises? C'est le produit, incontestablement, d'une espèce de colbertisme à la française. Une fois encore, à la différence des Anglais ou des Allemands qui avaient réussi les premières et deuxièmes révolutions industrielles, nous, on les avait ratées. Et donc, on s'est rattrapé après-guerre avec un volontarisme qui fait qu'on a fait émerger des champions
qu'on les a fait émerger d'ailleurs parfois à force de fusion-acquisition de regroupements stratégiques entre acteurs français, pour avoir vraiment des filières organisées et à la tête de ces filières des champions nationaux. Et donc, il faut avoir vraiment conscience de ce qu'est ce paysage, ses forces et ses faiblesses. Parce que si vous n'avez pas ça en tête, ben effectivement, vous laissez racheter ces grandes entreprises françaises, ben derrière, vous faites tomber toute une filière en réalité. C'est sans doute ce qu'Emmanuel Macron n'a pas vu le jour où il a laissé partir Alstom Power ou Alcatel. C'est que derrière, vous avez, au-delà des milliers d'emplois supprimés chez Alstom, plus de 5000 emplois supprimés en 4 ans, 5 plans sociaux chez Alcatel. Au-delà de cette casse-là, vous avez aussi derrière un tissu de sous-traitants, d'entreprises françaises qui souffrent énormément. Donc oui, il y a besoin d'un tout petit peu de protection de ces grandes entreprises. Il y a besoin que l'État, qui les a créées en tant que stratège, puisse continuer à se comporter en stratège pour les défendre. Et le deuxième élément, et puis derrière, faire progresser ces ETI qui sont trop faibles. Et là, on a un vrai sujet, un vrai chantier qui est celui de la fiscalité sur la transmission de ces entreprises de taille intermédiaire. Et en rappelant que ce n'est pas inéluctable, puisque vous citiez l'Allemagne, qui a 2 fois plus d'ETI aujourd'hui que la France, mais vous rappelez également quand, dans les années 1980, il y en avait autant qu'en France. Oui, bien sûr. À force de volontarisme, les Allemands ont réussi à... Et nous en avons détruit malheureusement. Et c'est là qu'on voit une fois encore qu'Emmanuel Macron est à côté de la plaque, puisque autant il a laissé faire des FUSAC qui détruisent notre tissu économique derrière et qui font souffrir nos entreprises françaises sous-traitantes, autant il n'a absolument rien fait pour améliorer la transmission de nos ETI. Aujourd'hui, vous êtes une famille actionnaire d'une entreprise intermédiaire. La fiscalité est telle que vous savez qu'au bout de 3 générations, vous aurez perdu le contrôle de votre entreprise. Les Allemands, eux, n'ont pas d'impôt sur la transmission de leurs entreprises. Il est urgent, si on veut défendre des petits patrons français ou des moyens patrons français face à la mondialisation, face au capitalisme financier, il faut supprimer cette fiscalité sur la transmission. Donc voilà, ça c'est la première donc de faiblesse, effectivement, un tissu économique qui a une physionomie très particulière, et donc il faut en avoir conscience quand on déploie une politique économique, pas seulement une vision macro. Et deuxième élément, effectivement, on a donc des entreprises qui sont très mal contrôlées. À cause notamment de cette fiscalité qui fait que les familles d'actionnaires sont condamnées à se diluer, y compris dans des grands groupes. Regardez comme chez Peugeot, chez L'Oréal, chez Michelin, l'actionnariat familial, petit à petit, se réduit et est obligé de faire des tours de table avec d'autres actionnaires. Et donc, on perd ce contrôle. Et au bout du compte, on a parfois des entreprises très mal contrôlées. Les entreprises françaises du CAC 40 sont en moyenne, ont un premier actionnaire qui en moyenne est à 27 ou 28% de contrôle. Ça veut dire que très concrètement, ce sont des entreprises facilement opéables, beaucoup plus fragiles, notamment face à ces liquidités qui ne cherchent qu'à s'investir. Et le deuxième à 8. Donc c'est vraiment, Et le deuxième souvent est à 8. Donc c'est-à-dire que les packs d'actionnaires deviennent assez compliqués à réaliser. Vous rappelez aussi que 45% du CAC est possédé par des investisseurs étrangers aujourd'hui. Oui, tout à fait. On tourne autour de entre 49 et 45% du CAC 40 appartiennent à des investisseurs étrangers. On a un problème structurel pour faire participer en fait les Français à la détention de leurs entreprises. Une fois encore, ça tient aussi à la physionomie de ces entreprises. On n'a pas suffisamment d'ETI, on n'a pas suffisamment de groupes régionaux et on n'a pas mis en place les instruments qui permettraient à l'échelon régional d'orienter l'argent des Français vers nos entreprises. Alors, je sors un peu du livre, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on est redevenu un pays de rentiers avec un immobilier qui est devenu un refuge? Ça a été souvent un vice français dans le passé et que justement on a abandonné cette politique industrielle. C'est le refuge de tout le monde, c'est le refuge des Français qui ont des économies, qui vont effectivement investir dans la pierre, mais c'est aussi le refuge des entrepreneurs qui à un moment effectivement ces gens qui ont vendu leur boîte finissent par
par investir dans la pierre. Et les gouvernements français, et singulièrement l'équipe Macron, je dirais, ne peut pas donner envie aux Français de se réinvestir en bourse, parce que quand vous voyez la facilité avec laquelle on laisse des étrangers venir faire leur marché, racheter, reprendre le contrôle d'une entreprise française pour finalement petit à petit la vider de sa substance, ça ne vous incite pas à aller à devenir actionnaire de cette entreprise. Donc on a un vrai problème de confiance. D'abord dans le soutien de nos entrepreneurs, leur accompagnement sur le long terme, et puis évidemment derrière des Français, derrière ces entrepreneurs. Alors, est-ce que la faute n'incombe pas un petit peu aux législateurs aussi? J'entends sur les choix, bien sûr, stratégiques. Là, c'est le gouvernement qui en décide. Mais j'allais dire sur la manière, cette espèce d'obsession, de boulimie de loi. C'était Montesquieu qui disait que les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Est-ce qu'il n'y a pas un mode de fonctionnement aussi qui empêche finalement un pays? Le Parlement, je vais répondre très clairement, c'est pas par corporatisme que je dis ça. Le Parlement, il n'a pas la maîtrise de son ordre du jour sur la Ve République. C'est le gouvernement qui fait. Donc, si on vote trop de lois, malheureusement, c'est parce que le gouvernement le souhaite. Et effectivement, on vote trop de lois. Alors, c'est un sujet en réalité toujours plus complexe, hein, parce qu'en réalité, il faut aussi avoir en tête, ça nos compatriotes ne l'ont peut-être pas. Je me souviens d'une époque où on était nombreux à dire il faut réduire le code du travail à quelques centaines de pages. Oui, mais si vous faites ça, vous laissez immédiatement, dans le silence de la loi, qu'est-ce qui s'exprime? C'est la jurisprudence. Hein, et donc, vous êtes dans une société beaucoup plus à l'anglo-saxonne. En réalité, ceux qui invitent, d'ailleurs, qui font du lobbying pour casser notre droit du travail, sont souvent ceux qui, derrière, ont à vendre du conseil juridique ou du contentieux. Bon, donc, en fait, il faut être un tout petit peu plus modéré et prudent que sur tout ça. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que ce pays crève sous le poids de l'appareil normatif et d'une bureaucratie qui ponde la norme. Ça, j'en parle clairement dans mon bouquin et je pose vraiment un diagnostic que je connais bien. Hein. J'ai eu la chance d'être conseiller d'un président de la République, d'être conseiller d'un ministre de l'Intérieur, d'être conseiller d'un ministre des collectivités locales, d'être le patron des services d'un département. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé depuis la décentralisation. En réalité, on a un appareil d'État qui aujourd'hui n'a quasiment plus rien à gérer en direct, puisqu'il a tout transféré aux collectivités locales. Dans ce pays, l'État ne construit plus d'hôpitaux, il ne fait plus de lycées, il ne fait plus d'universités, il ne fait plus de collèges, il ne fait plus de routes, il ne fait plus rien. Quelques routes, il doit lui rester 10 000 km de routes nationales. Le département comme le mien en gère à lui tout seul 7 000, donc c'est très peu en réalité, 10 000 km. Donc cet État qui ne gère plus rien, en revanche, a vu depuis la décentralisation les effectifs de sa très haute fonction publique multipliés par 3. Donc ces gens-là, comme ils sont plutôt intelligents, plutôt de bonne volonté, qui aiment leur métier, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout ce qui leur reste, c'est-à-dire ils font de la norme. C'est eux qui font des propositions de loi, enfin des projets de loi, pardon. C'est eux qui pondent du règlement. Et c'est très drôle, je révèle une anecdote dans mon bouquin. Je raconte que quand j'arrive en 2015, je crois, au cabinet du ministre des... Non, pardon, 2008, au cabinet du ministre des collectivités locales. Non, pardon, même 2005, c'est plus vieux que ça. Au cabinet du ministre des collectivités locales, juste après l'acte 2 de la décentralisation, l'État, en fait, a transféré toutes les cantines, collèges, lycées, aux collectivités locales. Et donc, il n'a plus de responsabilité. L'État ne sert plus de repas aux enfants. Et bien, ce jour-là, j'ai une demande de rendez-vous d'un conseiller du ministre de la Santé qui vient me voir en me disant, voilà, désormais, nous ne savons plus de repas, donc je te propose que nos ministres prennent un arrêté pour réglementer ce que les collectivités devront servir comme repas aux enfants. C'est typiquement français. Ce que l'État n'administre plus, eh bien, il veut le gérer autrement. Il le fait en pondant de la norme, d'abord en haut, et après en faisant du contrôle. Voilà. La meilleure façon de régler ce problème, c'est de supprimer. Je donne un chiffre, je révèle, travail de recherche que j'ai fait en tant que parlementaire, qu'aujourd'hui, il y a 70 000 très hauts fonctionnaires dans notre pays. Très hauts fonctionnaires, c'est des gens mieux rémunérés que les parlementaires. Vous vous souvenez, à une époque, on voulait supprimer 100 parlementaires pour faire des économies et sauver le pays. J'ai eu la curiosité de savoir combien il y avait de hauts fonctionnaires
qui coûtaient plus cher à la collectivité. 70 000, rien que dans l'appareil d'État. Et j'ai eu la qualité de demander combien il y en avait avant la décentralisation, 25 000. Donc on a multiplié par 3 à peu près effectifs. Eh bien, supprimez chaque année 10% de cet effectif, vous économisez chaque année 1 milliard d'euros, 1 milliard d'euros supplémentaires si vous les cumulez, et surtout, vous arrêtez de faire de la norme, vous arrêtez de faire du contrôle, et tout ça ira beaucoup mieux, ce sera 2 fois gagnant pour nos entreprises. Et le paradoxe, c'est qu'avec plus de fonctionnaires mieux payés, donc très, très bien payés même, et pourtant on fait appel à des cabinets de conseil comme le BCG. Oui, alors ça, écoutez, il ne faut pas me demander à moi pourquoi M. Macron fait appel systématiquement à des sociétés anglo-saxons. Bon, le fait que certains aient participé à sa campagne est peut-être une explication. Alors vous dites, vous avez un passage très dur sur les élites. Elles n'ont pas renoncé à éclairer le peuple, mais pire, elles considèrent que leurs intérêts sont trop divergents d'avec le peuple. C'est ce que vous pensez réellement, c'est-à-dire que on a une élite qui consciemment se sépare, fait sécession en fait du peuple pour servir ses propres intérêts. Oui, malheureusement, c'est un propos assez grave et assez sévère. Hein, donc j'ai mesuré quand même ce que je disais, mais je le crois sincèrement. Je crois qu'il y a aujourd'hui une élite financière, administrative. Alors, parfois d'ailleurs d'abord administrative, puis financière après. L'élite financière, à la limite, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Ce sont des gens qui... Mais l'élite administrative, c'est embêtant, parce que c'est une vraie trahison. Quand vous faites l'ENA, que vous sortez à l'inspection des finances, normalement, c'est pas l'argent de l'impôt des Français n'est pas fait pour que vous deveniez banquier d'affaires et que votre rôle soit d'aller vendre des entreprises françaises, a fortiori construites dans un effort national à des concurrents américains. C'est pas pour ça que la nation vous forme, pas pour ça qu'on paye vos études. C'est pour servir l'État. Et c'est vrai que là où on a eu des générations et des générations de polytechniciens qui ont participé avec fierté à des aventures industrielles, etc., on a l'impression que ces gens-là aujourd'hui sont au second rang. D'ailleurs, il n'y a plus de ministère de l'Industrie, hein, où on trouvait ces X-Mines. Ils sont un peu dans la soute. Alors, on en a quelques-uns à l'APE ou sur les dossiers techniques. On a besoin de leur expertise. Mais au ministère de l'Économie et des Finances, c'est effectivement une autre élite administrative qui a pris le pas, qui, elle, est beaucoup plus connectée au monde de la finance, beaucoup plus fascinée par ce monde-là et par les opportunités personnelles que ce monde fait miroiter. Et donc, oui, il y a un certain nombre de cas où, effectivement, on a vraiment le sentiment d'une trahison de nos élites qui semblent avoir davantage à l'esprit la poursuite de leur carrière et de l'intérêt personnel qu'ils pourraient en tirer que les intérêts nationaux dont ils ont la charge et la défense. Et ce que je dis, en fait, d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui a tout dit et son contraire, c'est ça qui est formidable chez lui, l'a dit dans une interview au journal La Croix au mois d'avril, pendant la campagne présidentielle de 2017, où il dit faut faire attention, il y a une élite administrative et financière à qui il faudrait interdire d'aller pantoufler, d'aller dans le secteur privé, parce qu'elle joue un rôle stratégique de défense de nos intérêts. Il savait de qui il parlait, puisque je pense qu'il pensait un peu à lui-même et à ses corréligionnaires. Donc voilà, ce constat, Emmanuel Macron lui-même l'a fait. Bon, il n'est pas allé jusqu'au bout et peut-être c'était une forme de repentance de sa part. Quand vous voyez le comportement et la situation d'un Patrick Cron, vous comprenez la colère des Français en voyant ce genre d'individu? Alors Patrick Cron, c'est le patron d'Alstom qui a organisé la vente d'Alstom à General Electric. Je suis assez nuancé sur Patrick Cron, on va dire, parce que ce qui est choquant, c'est qu'il soit parti avec un beau parachute doré, avec quelques millions d'euros, 4 ou 5, je ne sais plus, alors qu'il sonnait la fin d'une aventure industrielle nationale
et qui a aujourd'hui 5000 salariés sur le carreau dans l'entreprise qu'il a vendue. Bon. Et il me semble que dans son entreprise précédente, c'est déjà ce qui s'était passé. Ouais. Mais moi, je regarde, chacun est dans son métier et on ne peut pas en vouloir aux gens d'être dans leur couloir. J'en veux, par exemple, pas du tout à l'actionnaire de référence qui était Hugo Bouygues, d'avoir voulu se désengager d'Alstom au moment d'être à l'origine, finalement, de cette vente. On peut pas leur reprocher. Ils avaient sauvé Alstom en rentrant sur Capital en 2004, quand Nicolas Sarkozy a organisé le sauvetage d'Alstom. Voilà, ils étaient rentrés parce qu'on leur avait demandé. Qu'ils veuillent en sortir, c'était parfaitement leur droit. Cron a géré ça. C'était pas forcément élégant de partir avec un gros chèque, mais il avait rendu service à l'entreprise dans le passé. Pour moi, c'est pas lui qui est coupable. Ceux qui sont vraiment coupables, ce sont les pouvoirs publics qui ont eu l'information 18 mois avant la fameuse dépêche Bloomberg qui révèle que le deal est quasiment conclu et qui n'ont pas cherché un plan B. C'est à ces gens-là que j'en veux. C'est à ceux qui avaient l'autorisation, ceux qui ont signé l'autorisation de vendre et qui ont eu l'information suffisamment tôt, qui auraient pu changer le cours de l'histoire et qui ne l'ont pas fait. Voilà. Il y a une question de souveraineté aussi derrière, puisque les Américains n'hésitent pas, eux, à faire tomber, j'allais dire, par des moyens théoriquement légaux, mais assez oui, bien sûr, c'est tout le... Comment la France se laisse faire, et l'Union européenne, d'ailleurs. Bien sûr, c'est là qu'il faut avoir conscience que, en clair, quand vous dites mais l'État aurait dû s'opposer à la vente d'Alstom, ou la vente n'aurait pas dû laisser faire la vente d'Alcatel, etc., on vous dit de quoi vous mêlez-vous, laissez faire le monde des affaires. Alors, petit 1, je l'ai dit, ces entreprises n'existent que parce que l'État, le contribuable français, y a pris sa part. Ce ne sont pas des créations spontanées du marché. Petite parenthèse, d'ailleurs, on pourra revenir sur ce que sont les créations spontanées du marché dans le domaine de l'industrie. Donc il y a eu besoin de l'État à ce moment-là. Et donc c'est vraiment là qu'on a une trahison quand on oublie tout ça et qu'on fait comme si c'était une entreprise lambda. Derrière, ce sont des entreprises qui gèrent des intérêts aussi nationaux. Et donc dans toutes les grandes économies aujourd'hui, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé ces dernières années en Grande-Bretagne, en Allemagne. Tous ces pays-là ont remis à niveau leur dispositif de contrôle des investissements étrangers dans leur pays. Oui, il y a une guerre économique. C'est une notion qui existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Le premier qui a écrit sur la guerre économique, c'est Bernard Heisenberg, qui était le conseiller économique de Georges Pompidou, qui est un monsieur qui est parti travailler après, d'ailleurs, dans une des banques Rothschild. Tout sauf un complotiste, mais il dit, en regardant la réalité en face, aujourd'hui, il y a une compétition économique qui se joue en termes il s'agit de rapatrier de la richesse sur son territoire, d'en faire profiter sa population. Et donc tout ça n'est pas neutre, que ce soit produit chez vous ou chez le voisin, que vous ayez un concurrent dans un pays tiers qui vous fait du tort, tout ça n'est pas neutre. Et donc il n'y a qu'en France qu'on refuse de voir cette réalité. Et donc effectivement, dans l'affaire Alstom, il y avait une entreprise de déstabilisation qui a été menée par les Américains. Moi, j'ai eu l'occasion, dans la commission d'enquête que vous évoquez, puisque Alstom était, au moment où Alstom s'est vendu à General Electric, ils étaient sous le coup d'une amende dont le montant, en réalité, était tel que l'entreprise ne pouvait pas, avait le choix entre payer l'amende et mettre la clé sous le paillasson. Et donc ils n'avaient pas d'autre choix que de se vendre et de vendre à General Electric. Donc ces procédures américaines, elles ont un impact. Moi, je suis allé j'ai rencontré le patron des enquêtes internationales au département d'État, le patron au sein du département d'État de justice, le DOJ, que j'interrogeais sur ces méthodes. Il me dit, mais notamment peut-être les méthodes d'espionnage qui permettent aux Américains d'ouvrir des enquêtes. Il me dit, mais ces moyens, ces méthodes, vous pouvez utiliser les mêmes, vous avez les mêmes moyens que nous.
Le fait est que nous ne le faisons pas. Et puis, qu'est-ce qu'il vous dit? Et donc, Alstom était sous le coup d'une enquête, d'une menace d'une amende d'1 milliard de dollars pour corruption d'agents publics étrangers. Il vous dit, mais moi, je défends l'intérêt des actionnaires des entreprises américaines. Donc, il y a un vrai, à tout le moins, un patriotisme économique assumé par les autorités de poursuite américaines. En France, tout ça n'existe pas. Donc, le discours laissez faire le monde des affaires, il n'y a qu'en France qu'on entend ça. Il n'y a qu'en France qu'on entend ça quand il s'agit de ce genre de grandes entreprises. Donc, c'est une affirmation que j'ai dans mon bouquin. Je dis, moi, je voudrais moins d'États tatillons dans le quotidien des entreprises, qui croulent sous la norme, qui croulent sous les contrôles, qui croulent sous les impôts, moins d'États en bas et de capitalisme de connivence en haut, et au contraire, plus de liberté en bas pour nos entreprises et nos entrepreneurs français, et un peu plus d'États stratèges en haut pour faire ce qui se fait dans tous les États pour protéger les entreprises essentielles aux intérêts de la nation, essentielles à toutes nos filières économiques. Quel regard portez-vous sur le mouvement des Gilets jaunes? Vous les comprenez? Il y a en particulier un passage où vous comprenez la question sur la mobilité. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu dire ce qu'il a dit à La Souterraine, ce petit village de Haute-Vienne, enfin ce bourg de Haute-Vienne, en disant mais ce n'est pas grave, ces gens trouveront un autre emploi à 150 km d'ici. Comment est-ce qu'il ne se rend pas compte que pour quelqu'un qui habite à La Souterraine, vendre son logement qui est sous un coût d'un crédit pour aller en racheter un autre, c'est impossible. Oui, bien sûr. Déjà avec un patrimoine dont vous ne savez jamais c'est ça. à quel Et pourquoi prix, est-ce que vous comprenez cela? Qui est votre maison. Vous savez, moi, j'ai l'exemple dans ma circonscription, hein, d'une petite commune industrielle. Je la citerai pas, mais il y a une petite commune, le prix du marché immobilier est très faible, donc vous n'êtes jamais sûr quand vous allez vendre, si vous avez besoin de vendre pour aller chercher un boulot ailleurs, que vous arriverez à revendre la maison au prix où vous l'avez acheté, au prix où vous êtes endetté. Et puis, donc c'est votre seul patrimoine. Vous ne pouvez pas prendre ce risque-là. C'est l'aventure de votre vie. C'est tout ce que vous pensez pouvoir laisser à vos enfants. Et puis, quand vous gagnez dans la famille 2 SMIC, dans la petite ville à laquelle je pense, avec 2 SMIC, un peu plus de 2 SMIC, on arrive à accéder à la propriété. Le prix du mètre carré n'est pas celui de Paris, heureusement. Mais évidemment, le reste de la vie est quand même un peu compliqué. Donc, la solidarité familiale que vous avez autour de vous, elle est indispensable en termes de confort. Vous n'allez pas risquer tout ça. Donc, cette façon de dire aux gens, mais déménager, etc., c'est totalement aberrant. C'est pas la vraie vie. C'est juste pas possible. Vous n'avez pas l'assurance que votre conjoint trouvera quelque chose. Voilà. Enfin, non. Je pense que ça révèle malheureusement qu'Emmanuel Macron n'a pas cette expérience que devrait être celle d'un président de la République, cette épaisseur qui fait qu'on connaît les réalités des hommes qu'on gouverne. Alors, vous avez une grande admiration pour le président Pompidou. Il lui est parfois reproché, et il m'a semblé vous entendre faire un sort à cette idée, d'avoir avec la loi de 73, la loi qu'on a appelée Rothschild-Giscard-Pompidou, s'aborder la capacité de l'État à s'auto-endetter et en fait accélérer comme ça la financiarisation de l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous tirez aussi de l'expérience Pompidou aujourd'hui? Oui. Non, ce Georges Pompidou, moi, je trouve ça, pour moi, c'est une référence éclairante à 2 points de vue. D'abord, sur les questions économiques. La période Pompidou, elle est quand même très intéressante parce qu'en fait, c'est une période où on est un peu confronté aux difficultés auxquelles on est confronté aujourd'hui. C'est-à-dire que Pompidou est Premier ministre à partir de 62. C'est-à-dire qu'on est en plein dans la période où on a accepté l'entrée dans le marché commun. Vous savez, quand De Gaulle revient en 58, les fonctionnaires du Quai d'Orsay viennent le voir en disant, en général, on a signé le traité de Rome l'année dernière, mais vous inquiétez pas, on peut s'asseoir sur notre parole. De Gaulle raconte dans les Mémoires d'espoir qu'il fait le choix de l'entrée dans le marché commun. Pourquoi? Parce que je pense que dans sa tête, je ne le dis pas comme ça, mais dans sa tête, il y a le fait qu'on va renoncer à l'empire colonial. Enfin, il est en train de partir en morceaux. Et que l'empire colonial, qui était un espace économique, une économie, elle a besoin d'un espace économique.
et que il va falloir avoir un espace économique de substitution à l'empire colonial, et que cet espace économique de substitution, ça doit être finalement le marché commun. Et donc De Gaulle accepte ce marché commun, et il le justifie en disant nos entreprises se sclérosent quand elles sont en vase clos, il faut qu'elles se confrontent à la concurrence pour gagner en performance et être capable de conquérir après des marchés. Et donc on fait ce choix. Et comment est-ce que l'État organise ce choix? Eh bien, il le fait en faisant deux choses qui doivent vraiment nous inspirer. C'est-à-dire que d'une part, il allège les contraintes sur les entreprises françaises. Il baisse, il part en guerre contre les normes. Arrêtez d'emmerder les Français, dit Pompidou. Il part en guerre contre la fiscalité. C'est une des rares périodes où on baisse de manière massive la fiscalité sur les entreprises. Et dans le même temps, j'ai un peu de mal à employer cette expression, l'État, qui essaie de ne plus être dans le quotidien, de ne pas être pesant dans le quotidien des entreprises, l'État est stratège. L'État accompagne les entreprises, filière par filière. Il les aide à s'organiser pour être performantes, pour acquérir la taille critique. Il les soutient par la recherche et le développement, pour les aider à passer des sauts technologiques. Il lance des grands programmes publics de recherche. Et donc, c'est vraiment, je pense, ce mouvement-là qui doit nous inspirer, puisqu'on est dans une compétition mondiale dont on ne peut pas s'extraire totalement. On peut espérer qu'elle soit demain mieux régulée. Je me réjouis de voir qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour demander d'urgence qu'il y ait plus de régulation, ou en tout cas, qu'il y a défaut de régulation, on arrête de signer n'importe quoi comme traités commerciaux. Et donc, il faut à la fois être moins présent dans le quotidien des entreprises et retrouver cet état stratégique. Donc, voilà, cette période pompidolienne, je pense que vraiment, elle doit nous inspirer, parce que c'est à ce monde que nous sommes, à ce même situation que nous sommes confrontés. On ne peut pas se retirer de la compétition mondiale. Et en revanche, il faut donc être plus performant dans la compétition. Ça veut dire moins de charges. Et pour ça, moins de charges, ça veut dire moins de dépenses publiques. N'oubliez jamais le plan Armand-Rueff, quand le général de Gaulle revient au pouvoir. C'est aussi parce que la 4e République est au bord de la faillite, au bord de la banqueroute. Et donc, on fait des économies, on réduit la dépense publique. Voilà. Et c'est ce qui permet aussi de réduire les prélèvements sur les entreprises dans les années qui suivent. Donc, il faut qu'on fasse ça, mais on ne peut pas faire que ça. Il faut aussi, sinon on n'y arrivera pas dans la compétition, il faut aussi un peu de protection. Plus de liberté à l'intérieur, un peu de protection et d'état stratège vis-à-vis de l'extérieur ou à nos frontières. C'est vraiment ce qu'il faut créer. C'est pour ça que l'expérience des années Pompidou, elle est, je crois, assez inspirante. Et puis après, il y a la dimension humaine du personnage Pompidou, pour laquelle j'ai une tendresse particulière, parce que je suis originaire du Cantal, où la figure de Georges Pompidou a beaucoup marqué et marque toujours. Et c'est un vrai modèle, et c'est l'anti-modèle, rien qui m'énerve plus que ceux qui ont essayé de faire des parallèles entre Pompidou et Macron. D'abord, c'était pas la même banque Rothschild, c'était pas une banque d'affaires, c'était une banque de financement de l'économie. Donc voilà, pas exactement la même chose. Et puis c'est vraiment tout le contraire. C'est-à-dire, Pompidou, c'est quelqu'un qui avait beau, j'ai envie de dire, être normalien, agrégé de lettres, être sans doute le plus lettré, le plus philosophe peut-être le plus sage de nos présidents, le plus ouvert sur plein de choses dans le monde, connaissant les réalités du monde des affaires de son temps, avait en même temps un profond respect pour les Français, et pour les Français les plus modestes, et considérait que son devoir, le devoir du politique, le devoir des dirigeants, c'est de protéger les plus faibles, les plus humbles, leur permettre de s'élever, et leur permettre finalement, leur garantir ce qui fait le bonheur dans une vie. Je cite des phrases de Georges Pompidou, je cite aussi d'ailleurs une phrase de Gaulle, quand De Gaulle présente
la constitution de la Ve République, son discours Place de la République en 58 est assez étonnant, en fait, parce que Dieu sait si De Gaulle était capable de grandiloquence, ça lui faisait pas peur, mais quand il présente les institutions de la Ve République, il les justifie par le fait que l'État doit offrir aux Français un logement, un toit, la même chose, pardon, un toit, un emploi, une éducation, des choses très simples, qu'on est là pour accompagner notre industrie, notre agriculture. Voilà, le bonheur des Français, plus que leur adaptation à la mondialisation, plus que leur donner des leçons sur la dureté du monde. Ça, il n'y a pas besoin du politique en France pour le faire. Je dirais, laissons faire les marchés si on veut à ce moment-là. Enfin, la vie économique, la compétition économique est assez dure. Le rôle du politique, c'est, une fois encore, de ménager. Pompidou a cette phrase assez extraordinaire où il parle de maximum de bonheur compatible avec la conjoncture extérieure. Bon, quelle alliance de mots improbable. Mais voilà, il n'oublie pas que le but, c'est de faire le bonheur des gens. Vous écrivez dans votre livre que vous ne savez pas si le général de Gaulle, justement, reconnaîtrait le parti Les Républicains aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Oui, alors attendez, j'écris ça en parlant à propos du discrédit des partis politiques. Et donc, oui, je dois l'honnêteté de dire qu'effectivement, idéologiquement, etc., les partis ne sont plus jamais, au bout d'un moment, ce qu'on a fait leur fondateur à l'origine. Mais d'ailleurs, ma phrase complète, ça doit être qu'il se reconnaissait, il avait déjà du mal lui-même à se reconnaître dans son propre parti, c'est vrai. le RPF. Donc voilà, il faut relativiser l'autocritique. C'est juste. Alors comment on met fin à cette alliance, j'aime bien la formule, de la technocratie et de la plutocratie? Moi j'aime beaucoup parler de Pompidou, le Nœud gordien. Je trouve que c'est un très beau livre écrit par Pompidou qui commencé avant 69, avant la campagne présidentielle et publié tout à la fin de sa vie, au moment où il quitte, juste après sa mort en réalité, mais et c'est vraiment un testament politique intéressant, et donc il y a des considérations sur la société, des considérations sur l'économie, et la fin, c'est vraiment le choix des dirigeants. Moi, je crois beaucoup que beaucoup de choses procèdent du choix des dirigeants. Je ne vais pas alimenter comme Emmanuel Macron l'anti-énarchie, mais on a eu trop tendance à sélectionner notamment l'élection de Macron, c'est l'élection d'un produit médiatique, d'un produit marketing, de quelqu'un qui n'avait pas d'expérience de la vie, tout simplement, d'expérience de ce qu'était ce pays. Et donc l'échec de son quinquennat, je pense qu'elle est en grande partie imputable au fait qu'il a découvert le pays qu'il présidait, quoi. C'est absolument incroyable qu'on ait pu en arriver là à un moment dans notre histoire, quoi. Donc, soyons un tout petit peu plus avisés par rapport à ce que nous vendent les agences de communication et les médias avant une élection présidentielle. Il n'y a pas que la question du marketing. Il y a vraiment le choix des dirigeants qui, selon Pompidou, doivent d'abord être des gens qui ont eu un peu d'épaisseur humaine, quoi. Voilà. L'expérience des hommes. Et vous parlez de la notion de renoncement, que je trouve intéressante. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, justement, le progressisme qui l'incarne, avec un côté, il n'y a pas d'autre alternative, c'est ainsi, c'est la marche de l'histoire? Ah, bien sûr. Non, mais c'est la thèse de mon livre, que finalement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, n'est que la poursuite. Non seulement il n'a pas fait de révolution promise dans la campagne, mais il n'est vraiment que le continuateur de ce mouvement professé par Alain Minc et Attali depuis 30 ans, qui est toujours plus d'ouverture au grand marché mondial, parce qu'il n'y aurait pas d'alternative à cette ouverture au grand marché mondial, et de la redistribution pour
en atténuer les effets délétères. Ça, c'est la doctrine dominante depuis 40 ans de cette gauche social-démocrate et d'Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il faut effectivement inventer autre chose. Et cette autre chose, c'est à la fois plus de liberté pour nos entreprises, parce qu'il n'y a de création de richesse que de la part des entreprises. Et en revanche, un État, une fois encore, un peu plus stratège, un peu plus protecteur. Mais dire qu'il n'y aurait pas... Et un peu de régulation, évidemment, dans cet échange, c'est le rôle de l'État, ça fait partie du rôle de l'État stratège, que d'assurer cette régulation. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des gens d'horizons très différents convergent finalement sur cette idée. Je pense au livre de Denis Père qui s'appelle le contrat mondial. Alors Denis Père, il arrive à un constat, il y a des propositions qui sont assez voisines des miennes, en venant d'un point de vue qui est tout à fait différent. Moi, j'ai celui de l'élu, d'abord élu local, en fait, qui constate avec effarement cet effondrement de notre industrie et l'effondrement social qui va avec, qui en résulte. Lui, c'est un point de vue d'entrepreneur qui a connu la mondialisation heureuse, l'aspect heureux de la mondialisation, il a fait fortune grâce à ça, mais qui dit aujourd'hui, ne nous cachons pas les yeux, il y a une face malheureuse à cette mondialisation, c'est celle qui est permise par ce libre-échange totalement dérégulé, qui fait que certains acteurs profitent de l'absence de règles sur le grand marché mondial, et donc qui fait qu'on est ouvert à ce triple dumping économie, sociale, fiscale, environnementale, qui est insoutenable pour nos entreprises. Je sais que c'est toujours une question compliquée, mais si vous étiez ministre de l'Industrie demain, quelle serait votre mesure phare pour relancer justement la politique industrielle française ? Ouais, j'en ai quelques-unes dans le bouquin. Si vous deviez choisir. Voilà. Même assez précises. En clair, il y en a une que je mettrais en condition sine qua non si on veut arrêter de nouveaux drames. C'est nous doter d'un outil capitalistique permettant d'arrêter l'hémorragie, d'arrêter quelques drames sur des entreprises stratégiques, de reprendre le contrôle de notre appareil productif. Et en clair, on a besoin d'un fonds souverain pour éviter un nouvel Alstom, un nouvel Alcatel. Que l'État ait une solution quand une de ces 80 grandes entreprises est en difficulté, pour ne pas être dans la solution de devoir la laisser filer avec les conséquences qu'on a évoquées, c'est de pouvoir en garder le contrôle. Voilà. Et ça passe par un fonds souverain. Je pense que c'est la mesure immédiate sans laquelle on continuera à pleurer. Évidemment, il y a des mesures structurelles à faire, hein. Baisse des impôts de production, suppression de la taxation sur les transmissions d'entreprises. Mais c'est ce qui permettra, c'est ce qui a déjà permis de commencer depuis quelques années, parce que c'est un des rares domaines où on a eu en réalité un tout petit peu de continuité entre Sarkozy, Hollande, Macron. On a mis quelques instruments en place et il y a quelques éléments un peu cohérents de politique qui se sont malgré tout poursuivis. Mais tout ça ne produira d'effet que dans quelques dizaines d'années, si c'est poursuivi. Et en attendant, on risque d'avoir vu quelques géants tomber. Donc, il faut un élément capitalistique de contrôle tout de suite, qui est un fonds souverain. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup, monsieur Olivier Marleix. Merci à vous. Merci pour votre livre que je recommande, qui est vraiment passionnant. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Nous commençons donc avec cette émission la 2e saison de Livre Noir. Le but donc est de vous proposer des entretiens longs, des portraits qui nous laissent le temps de développer des idées, souvent autour d'un ouvrage comme c'est le cas ce soir. Donc continuez à nous suivre. Nous sommes également disponibles en podcast, donc sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify. Et puis parlez de nous autour de vous. Merci à tous encore et très bonne soirée de dimanche.